Bonjour Amine Alcalfet et merci de nous rejoindre au podcast Let's Go Digital du MBA MCI. Ce mois-ci, nous allons aborder un sujet passionnant qui m'est cher, les applications du métaverse aux Middle-East. Alors Amine, est-ce que tu peux te présenter? Quel est ton parcours? Salut Amel, merci déjà pour l'invitation. Du coup, mon parcours est assez classique, je dirais. J'ai grandi au Maroc, j'ai étudié en France, j'ai fait une classe préparatoire, une école de commerce. Et ensuite, j'ai été faire un certificat aux États-Unis à Berkeley sur tout ce qui était sujet d'innovation, donc intelligence artificielle, IoT, AR, VR, donc des sujets, j'imagine, qu'on abordera un peu plus tard. Je suis rentré en France, j'ai fait du conseil à Wavestone, dans la practice Digital and Emerging Technologies. Et aujourd'hui, je travaille à Dubaï, à Scopernia, qui est un cabinet de conseil en stratégie qui travaille sur deux angles principaux. Le premier, c'est de la stratégie très traditionnelle, c'est à peu près 50% du business. Et le second, depuis un an et demi, c'est le Web3. Et donc, ça inclut le métaverse, les NFTs, avec des clients principalement qui sont soit le gouvernement, soit des entreprises privées qui sont très actives au Moyen-Orient de manière générale. Voilà. Ok, super, vachement ambitieux, puis des super clients du coup. Donc on va apprendre plein de choses grâce à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus précisément en quoi consiste ton métier avec peut-être des exemples de missions que tu peux être amené à avoir? Ouais, bien sûr. Donc, je vais reprendre les deux angles qu'il y avait. Il y en a un sur lequel je vais aller vite parce que c'est pas vraiment le sujet. Et je vais un peu plus insister sur le second qui est Web3 du coup. Sur la partie stratégie très traditionnelle, en fait, on peut avoir des entités gouvernementales, par exemple, ou des entreprises. Prenons le cas d'une entité gouvernementale dont je tairai le nom, mais qui est à Dubaï, du coup, qui peut nous demander, par exemple, d'essayer de comprendre comment se passe l'attractivité sur les entreprises multinationales pour qu'elles viennent à Dubaï, par exemple, et qu'elles s'installent. Donc derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc, on fait une étude sur ce qui se passe à Dubaï pour ces entreprises-là. On voit qui est présent, qui n'est pas présent, ce que font les concurrents. Et ensuite, on essaye de parler avec ces multinationales qui pourraient les intéresser pour voir ce qui les attirerait à Dubaï ou pas. Et ensuite, on élabore une stratégie qui sera mise en place ou pas. C'est les joies du conseil en stratégie. Donc, il y a des choses qui sont faites et des choses qui ne le sont pas toujours. Donc, ça, c'est sur le premier aspect. Sur le second, il est un peu plus implémentation, j'ai envie de dire, parce que le Web3, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut tester et toucher pour le comprendre. Par exemple, quelqu'un qui voudrait un NFT, moi, je lui dirais, la première chose que je lui dirais, c'est de faire un wallet, d'acheter un peu de crypto, de découvrir un peu ce que c'est. C'est en le faisant qu'on comprend l'importance, et je te donnerai une petite définition après, d'ailleurs, de ce que c'est. En général, ils veulent être leaders, je parle du gouvernement, sur absolument toutes les innovations. Ils veulent être en avance D'accord. sur tout le monde. Et en fait, le métaverse, ils le voient il faut que ce soit utile, en fait. C'est-à-dire que si un gouvernement veut, je sais pas, moi, par exemple, avoir un lieu qui existe physiquement en version digitale, il faut non seulement que le lieu soit fait en version digitale, mais il faut aussi qu'il y ait des applications réelles qui y soient possibles. Et c'est un peu c'est un peu la grande tendance qu'on a actuellement, en fait. C'est justement ces applications réelles qui deviennent possibles et qui seront accessibles à tous. Donc, par exemple, un des projets qu'on a fait qui est déjà live, donc je pourrais même t'envoyer le lien, c'est pour Dubai Chambers. On leur a fait un accueil Dubai Chambers dans le métaverse où justement il n'y a plus besoin d'aller chez eux et on peut faire tous ces process avec eux et avoir toutes les informations directement sur un métaverse. Ok, c'est génial. Parce Mm. que, enfin, nous qui sommes en France, c'est vraiment le futur, hein, parce que là, nous, on en est à se dire, mais le métavers, ça sert à quoi? C'est virtuel, c'est pour jouer, quoi. Donc là, c'est quand même, on voit une vraie application, en fait, professionnelle, possible, avec un intérêt, et on se rend bien compte que les deux sont liés. C'est ça, en fait, tu as dit le mot-clé, tu as dit c'est pour jouer. Et techniquement, le métaverse existe depuis des années, hein. Quelqu'un qui joue à GTA, il est dans le métaverse, quelqu'un qui joue à Fortnite, il y est aussi. Et c'est pas forcément basé sur une blockchain, donc pas forcément Web3. La vraie différence, elle réside en trois grandes idées, j'ai envie de dire. La première, c'est qu'il y a la notion de propriété qui rentre en jeu aujourd'hui, qui n'existait pas. Ouais. Exemple, je joue à GTA, même si je suis très bon, bah, rien ne m'appartient à la fin. Si j'ai dépensé de l'argent ou si j'ai perdu du temps à jouer, enfin pas perdu parce que ça reste un plaisir et un moment attrayant, mais en tout cas j'y ai passé du temps, mais je gagne rien en retour. Il n'y a rien qui m'appartient. Donc il y a ce premier point qui est la propriété qui change aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'il y a un vrai attrait sur le sujet, ce qui n'existait pas avant. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, si je joue à GTA, je joue à GTA. Alors qu'à Ouais. l'avenir, il y a une notion d'interopérabilité qui va venir petit à petit, qui est loin d'être réelle aujourd'hui, mais on commence à le voir, où justement, si on a un avatar qu'on peut créer sur Ready Player Me, par exemple,
on peut utiliser cet avatar sur n'importe laquelle des plateformes. Et donc, c'est ce qu'on appelle interopérabilité. Que j'aille sur Sandbox ou Spatial ou n'importe quel métaverse, je peux utiliser le même avatar. Et si j'ai des baskets Nike que j'ai achetées en NFT, je peux les utiliser dans n'importe quel métaverse. Donc ça, c'est vraiment le second point. C'est cette interopérabilité qui va nous permettre d'avoir des choses qui nous appartiennent et qu'on va pouvoir utiliser dans la vie réelle. Et le troisième point, et c'est là où je rejoins la notion de jeu et de jouer, c'est que les générations qui arrivent sont des générations qui jouent de plus en plus. Historiquement, dans l'histoire du temps, on a de plus en plus de temps pour s'amuser. On travaille de moins en moins. Les semaines de 100 heures ou 120 heures de travail sont très peu courantes aujourd'hui. On travaille de moins en moins C'est de vrai. temps. En France, n'en parlons pas. 35 heures, 38 heures, 38 heures. Donc, Semaine des 4 jours qui arrivent. ouais. Donc voilà. Donc, on travaille de moins en moins, mais ça veut dire qu'on a beaucoup plus de temps pour faire autre chose. Alors, C'est vrai. si on veut rêver grand, pourquoi demain, quand je dors et que je rêve, je ne serais pas en train de jouer aussi dans des jeux, dans un métavers? Demain, ce sera peut-être via des lunettes, via des lentilles, via une puce dans la tête. Et ça permettra juste d'avoir un monde digital. Et donc, c'est ça le troisième point. Le troisième point, c'est juste, ça c'est censé devenir une extension de notre vie réelle. C'est plus juste pour s'amuser, c'est plus juste un jeu. Et donc, c'est pour ça que je disais à Dubaï, il faut qu'il y ait de vraies applications et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. D'accord, ok. Donc ouais, effectivement, là, ça donne une dimension beaucoup plus réelle, tout à coup. Et du coup, pour toi, est-ce qu'il y a un vrai impact, justement, du métavers et du Web3 sur notre société actuelle? Si on prend toute la société, non, parce qu'il n'y a pas que l'Occident qui compte. Il y a beaucoup de populations qui n'ont pas accès à ces choses-là et ça peut être très accessoire pour eux aujourd'hui. Maintenant, je pense que c'est une nouveauté qui va changer les choses à l'avenir, mais pas autant qu'on peut le penser, je pense. Il faut vraiment le voir en mode qu'est-ce que ça peut nous apporter comme utilité. Le métavers, c'est juste un moyen de plus, comme quand on a eu le téléphone, comme quand on a eu Internet. C'est juste un moyen de plus de faire des choses, c'est un moyen de plus d'être proche de sa clientèle. On voit notamment un des gros cas d'usage avec les acteurs privés qui sont les loyalty programs, donc via du NFT, via des shows dans le métaverse, via des concerts. Il y a par exemple une entreprise Animal Concerts qui fait des concerts en fait dans le métaverse. On connaît très bien la personne qui gère ça et qui a les droits par exemple de Michael Jackson qui est mort. D'accord. Ouais, donc c'est Donc, incroyable, quoi. Donc donc tu peux assister à des c'est la seule concerts personne de qui a les Michael Jackson dans le métavers, c'est fou. et c'est la seule personne qui a ces droits-là dans le monde. C'est-à-dire que dans le Ouais. métavers, c'est que lui qui peut faire passer ça. Et ouais, du coup, il y aura des utilités, ça c'est sûr. Maintenant, il faut Ok. pas croire que ça va remplacer nos vies du jour au lendemain. Je pense juste que ça va simplifier nos vies. C'est-à-dire que moi, j'ai plus envie d'aller à la banque. En fait, c'est nos parents hier, c'était important pour eux d'avoir un conseiller qui connaissent. Moi, je veux jamais. Moi, une bonne banque, c'est une banque où je ne vois jamais le conseiller. Ça, si je peux faire ça tranquillement, rapidement, de mon lit le matin au réveil avant d'aller au taf, mais en voyant une personne et en ayant une vraie expérience, je peux signer mon contrat, etc. Ça me va très bien. Et je pense que c'est plus ce type d'application-là qu'il faut voir aujourd'hui, des choses qui vont simplifier notre vie et la rendre plus efficace et nous libérer encore plus de temps pour passer encore plus de bons moments avec nos proches, nos amis, faire du sport, s'amuser, jouer. Voilà. Je te rejoins assez là-dessus, donc à voir ce qui pourra être proposé demain pour tous les organismes, types organismes financiers dans le métavers. Prochain sujet peut-être, qui sait. Autre question, donc comment la technologie VR et AR peut-elle être utilisée pour améliorer justement l'expérience utilisateur dans le métavers? Alors, déjà, le métavers, en deux mots, on peut l'expérimenter de diverses manières. On peut l'expérimenter sur son téléphone. Tu as 50 millions d'utilisateurs mensuels sur Roblox, par exemple, aujourd'hui, qui ont majoritairement moins de 30 ans et qui jouent sur leur téléphone. Tu peux l'expérimenter sur ton ordinateur pour une expérience un peu plus développée, graphiquement notamment. Ouais. Où tu vas être sur Sandbox, Mana, Spatial. Et c'est la majorité des use cases qu'on a aujourd'hui avec des clients principalement. Aujourd'hui, la VR et l'augmented reality, c'est plus utilisé pour un peu faire le show, un peu faire joli. Et si c'est le cas, c'est pas pour rien. On parle de technologie qui existe depuis des années. Hein. Ça existe depuis des années, bien avant qu'il y ait cette tendance métaverse, bien avant qu'il y ait cette tendance Web3. Et c'est loin d'être parfait encore. C'est-à-dire qu'on peut passer un très bon moment pendant 10-15 minutes. On est excité d'acheter un HoloLens ou un casque ou autre. Mais au bout de 30 minutes, en général, on en a marre. C'est ça la réalité aujourd'hui. Parce que Ok. ça fait mal aux yeux, parce que ça donne mal à la tête, même si ça donne une bonne immersion et une bonne image. Moi, je pense que c'est un passage obligatoire. C'est comme quand on a eu les téléphones qui étaient énormes et qui bougeaient pas et qui pesaient 10 kilos. C'est un passage obligatoire, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et moi, je pense que demain, on sera plus sur les lunettes que tu as, ou des lentilles, ou une puce dans la tête, ou on va vraiment loin, on parle sur du Neuralink ou des choses comme ça.
Mais je pense que c'est ça l'avenir qu'on aura en fait. On n'a pas envie de se trimballer un gros casque qui nous donne mal à la tête. Et c'est encore loin d'être parfait. Donc la technologie en tant que telle, elle va s'améliorer et elle va permettre d'améliorer l'expérience, mais pas via ce hardware-là qu'on a aujourd'hui, même s'il est nécessaire dans la recherche et dans le développement de ces technologies-là. Maintenant, je pense que les casques qu'on a actuellement c'est une technologie qui va être sautée en fait dans le temps. Ils vont Oui, être tout à fait. encore développés, mais il y a quelque chose qui va passer au-dessus et qui permettra l'adoption plus générale. Après, il faut voir avec Apple. Apparemment, dans les cartons, ils sortent leurs lunettes prochainement dans l'année qui arrive. On va voir ce que ça donne. Ils arrivent de manière générale à créer de beaux nouveaux produits qui changent un peu le monde, qu'on en ait envie ou pas. Et donc, on verra ce que ça donne. Mieux vaut effectivement comprendre et s'y intéresser pour ne pas être forcément dépassé, notamment pour toute la partie business, les entreprises qui vont s'y mettre de plus en plus. Ben clairement, même pas juste business, même en termes d'individus. Enfin, demain, il y aura de plus en plus de banques. Il y en a déjà qui aujourd'hui proposent des placements, par exemple, en crypto-monnaie. Si on ne sait pas de quoi on parle, ben on peut se faire avoir. Et il y en a qui se font avoir ouais, énormément. Le concept du Web3, c'est d'avoir ton wallet, donc un portefeuille digital, dont seul toi a le pouvoir, en fait. Il n'y a pas d'intermédiaire. Aujourd'hui, la majorité des gens achètent de la crypto sur des plateformes où il y a toujours un intermédiaire. Donc, ça change rien à ce qu'on a aujourd'hui. Que ce soit sur Revolut, que ce soit via la banque. Aujourd'hui, on peut acheter du Bitcoin via la banque. Et en fait, ça s'appelle ne pas comprendre ce qui se passe. Donc, moi, je suis pas contre le faire. Il faut le faire potentiellement si c'est intéressant. Mais il faut le faire à condition de comprendre ce qui se passe. Donc, il faut se renseigner sur ces choses-là parce que sinon, on va vite se retrouver dépassé. Et qu'elles nous plaisent ou pas, le but, c'est de ne pas se retrouver dépassé, en fait. C'est pas une question d'utiliser ou pas, c'est juste de ne pas être dépassé. Sinon, on se retrouve comme moi, mes parents qui me demandent de leur expliquer comment télécharger WhatsApp, chose qui peut sembler totalement ridicule. Tu en rigoles et j'en rigole aussi, mais qui au fond, Mais ça qui nous est le semble... cas de beaucoup de personnes. Tout à fait. Mais on pourrait être les personnes ridicules dans 15 ou 20 ans Tout à avec... fait. Tout à fait. On est d'accord. On va se concentrer un peu plus sur toi. Dans ton travail, toi, quelles sont les missions les plus futuristes qu'on a pu te confier? Si tu peux en parler, bien évidemment, et que c'est pas top confidentiel. Alors, il y en a une, bon, je vais pas forcément citer les entreprises Bien ou sûr. les organismes, mais il y en a une où on me demande de construire le futur du gaming, en fait, justement. D'accord. Et le futur du gaming, ça ne doit pas être... enfin, pour moi, Metaverse, par exemple, c'est déjà le passé. D'accord. AR, VR, c'est déjà le passé. Gamifier des choses, c'est déjà le passé. Parce que toutes ces choses-là, on en parle, il y a des gens qui commencent déjà, etc. Donc le futur, c'est vraiment ce qui n'existe pas encore. Et ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est qu'on nous laisse vraiment carte blanche pour réfléchir et proposer tout ce dont on a envie, en fait. Et il y a des choses très ambitieuses qui sont proposées, mais là, je vais revenir plus sur le process du travail que ça implique, parce que peut-être ça permettra aux gens aussi de comprendre ce que je conseille. C'est que le but, on peut rêver clairement, mais il faut réfléchir avant de pouvoir rêver, et il faut comprendre quels sont les avantages d'un lieu, en l'occurrence de Dubaï ou du Moyen-Orient de manière générale, quels sont ses inconvénients, et il faut surtout comprendre le marché, en fait, qui existe aujourd'hui. Donc, le process qu'on a eu, c'est que, bah, d'abord, énormément de recherches sur ce qu'est gaming, ce que ça veut dire, il y a énormément de définitions. Par exemple, Bien beaucoup sûr. vont parler d'e-sports, mais e-sports aujourd'hui, c'est 1% des revenus dans le gaming, donc ça vaut strictement rien. Et ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a eu des entretiens avec des leaders, donc des CEO des plus grosses entreprises gaming, donc Tencent, Sony, TikTok Gaming et plein d'autres, des développeurs de jeux. Donc ça, c'est énormément de travail parce que derrière, il faut tout analyser, tout comprendre, présenter ça aux clients. Et à partir de là, on va vraiment travailler sur les opportunités qu'on aura trouvées et développer un plan, c'est-à-dire une roadmap, un budget, ce que ça va apporter à l'économie, ce que ça va apporter à l'endroit en question et surtout en quoi ça va être différent de ce qui existe aujourd'hui. Ouais, et on peut aller, sans rentrer dans les idées qu'on a aujourd'hui, puisque je peux pas en parler, mais on peut aller très loin du coup une fois que le travail est fait en amont, qui est pas forcément le plus sympa, mais qui est à faire de recherche, d'études et de bien comprendre ce qui se passe. Donc c'est ce qui prend le plus de temps. Donc il y a celui-là et un deuxième, et ça c'est la chance qu'on a d'être à Dubaï. Encore une fois, j'en ai déjà parlé, hein, c'est le métaverse qu'on a fait pour Dubai Chambers, vu que celui-là est public. On a eu une semaine pour le faire. Donc D'accord. le client a vu ce qu'on faisait, il a dit on veut le faire. On veut le faire. Donc, on l'a fait en une semaine. Beau challenge. C'était challengeant. Et ce qui était top, c'est qu'il y a eu Jitex derrière dans la foulée, qui est un grand événement où il y a énormément d'acteurs technologiques qui viennent. Et il y a His Highness, donc un des princes à Dubaï, qui a vu. Et derrière, qui nous a demandé de construire quelque chose aussi, qui est bien plus gros, qui est pas encore live, du coup. Mais voilà. Donc, comme quoi, ça peut aller très vite. Et c'est ce que j'aime ici, en fait. C'est que on est dans un endroit où on se fixe pas de limite, en fait. On se dit pas, ah, mais il y aura des problèmes si on fait ci, si on fait ça, c'est on fait et on trouve des solutions, quoi. Donc c'est vraiment une logique plus entrepreneuriale qu'on peut retrouver par rapport à ce qu'on peut retrouver en Europe. Tu fais une parfaite transition, parce que j'allais justement te demander où en est le métavers dans les Émirats. Est-ce qu'il y a une vraie différence par rapport à l'Occident? Comment est-ce que là-bas c'est perçu? Toutes ces questions par rapport à la zone géographique
qu'on peut se poser? Je pense que Dubaï est la ville la plus avancée au monde sur le sujet. Il y a une métavers stratégique qui est sortie il y a quelques mois. D'accord. Il est censé créer plus de 40 000 emplois, ce Ok. qui est énorme pour ce secteur, qui est censé rapporter plusieurs milliards de dollars. J'ai pas le nombre exact en tête, donc j'ai pas envie de dire un nombre qui sera une bêtise, et qui est censé surtout permettre à toutes les personnes qui construisent dans ce secteur et dans ce domaine de venir à Dubaï. Et on l'a vu depuis les derniers mois. Il y a des acteurs comme Exclusible qui sont belges de base, qui étaient basés au Portugal, qui sont tous là, avec qui on travaille. Des acteurs comme OnCyber qui sont du coup, marocains et français qui sont en Europe et qui commencent à penser à venir à Dubaï. Quasiment tous les acteurs du secteur en fait pensent à venir ici et c'est dû à cette métavers stratégie. Donc de ce point de vue-là, ils sont assez en avance. Maintenant, ce qui manque, parce qu'il y a des choses qui manquent quand même, tout n'est pas parfait, c'est que il faut des développeurs, il faut des personnes techniques, il faut pas juste des personnes qui imaginent les choses. Bien Et il y sûr. a un manque de talent de manière générale, notamment sur des technologies de design comme Unreal Engine ou Unity. Donc, ce sont vraiment les skills à avoir aujourd'hui dans le domaine. C'est ce qui est le plus, je pense, c'est le métier qui paye le mieux au monde aujourd'hui, concrètement, de savoir designer sur Unreal Engine. Et voilà, si je devais repartir à l'école, là, c'est la seule chose que j'apprendrais, D'accord. je pense. Et je pense que je travaillerai à mon compte. Je travaillerai pour personne parce qu'il y a une telle demande que ceux qui ont ce savoir-faire sont ceux qui décident, en fait, pour leur avenir et pour absolument tout. Donc, il y a ce manque-là et du coup, ils y travaillent pour attirer ces personnes qui savent travailler sur Unreal Engine ou d'autres. Donc voilà, donc il y a un manque de talent sur l'aspect technique, mais qui est compensé par le côté rêveur dans le bon sens du terme, qui fait qu'ils travaillent avec plusieurs entreprises un peu partout dans le monde et qui réalisent de super projets en fait. Parce qu'effectivement, là, on sent bien que eux, ils l'intègrent complètement à leur politique, alors que c'est vrai qu'ici, on sent que ça met plus de temps. Donc, effectivement, on voit bien qu'ils sont quand même pas mal en avance. Mais bon, ça, c'est un peu le concept des Émirats où effectivement, par exemple, on gère l'administratif avec une appli, quoi. Ce qui n'est pas le cas en France. Hein, enfin, beaucoup de choses sont plus faciles ici, pas tout. Mais en fait, ils ont compris leur force, le tourisme, le retail, le luxe. Ils ont compris leur force et ensuite, toutes les nouvelles technologies, ils essayent de les appliquer de manière à ce que ça serve leur force, en fait. Ils font pas de la technologie pour de la technologie. Contrairement à ce qu'on peut penser, ils ne dépensent pas leur argent. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont loin de dépenser leur argent. Ils dépensent leur argent dans des bons projets, en fait. Et c'est une image qu'on n'a pas forcément du Moyen-Orient. Enfin, on n'a pas forcément de Dubaï. C'est une image qui peut être vraie dans d'autres endroits du Moyen-Orient et qui est vraie dans d'autres endroits du Moyen-Orient. À Dubaï, c'est pas le cas parce qu'ils ont juste pas autant d'argent que les autres, en fait. Ils ont clairement pas autant d'argent contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a pas de pétrole à Dubaï, en fait. Il y a pas de gaz à Dubaï. Et donc, du coup, ils doivent bien réfléchir et ils réfléchissent plutôt bien aujourd'hui au projet qu'ils lancent et ils visent au bon endroit, généralement. Ils font pas plusieurs choses à plusieurs milliards. Ils vont faire une chose à plusieurs millions, mais qui va être impactante, du coup. Oui, effectivement. Puisqu'on en entend parler bah là déjà à travers toi, puis on se rend bien compte quand on suit un petit peu les projets qui sont menés, des vrais projets et une vraie envie autour de ces sujets-là. Eh ben écoute, Amine, je te remercie. C'était vraiment super de t'avoir. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast du MBA MCI et de nous avoir renseigné, de nous avoir apporté ton expérience, ton expertise sur ces sujets. Et puis, bah écoute, peut-être à un prochain podcast du coup. Ça marche. Merci beaucoup. C'était un plaisir et à très bientôt. À très bientôt. Merci Amine. Au revoir.